J'ai annulé mon mariage pendant que ma fiancée dînait avec son ex après m'avoir dit « c'est juste un dîner entre amis ». Arrête de manquer de confiance en toi et de vouloir tout contrôler. 5 semaines plus tard, son appel m'a complètement pris au dépourvu. Salut, je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans. Je travaille comme analyste logistique pour une entreprise de transport maritime à Marseille, et mes semaines se résument généralement à des tableurs, des horaires portuaires et des appels tardifs avec des personnes dans d'autres fuseaux horaires. Je ne suis pas riche, mais je suis stable, et je suis le genre de personne qui paie ses factures en avance et garde les reçus. Ma fiancée s'appelle Camille, elle a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois, et nous louons un appartement de 2 chambres ensemble. Nous partageons les tâches ménagères, et jusqu'à récemment, je pensais que nous partagions le stress de manière assez équitable aussi. Le mariage était prévu pour le début de l'été. Pas énorme, environ 70 personnes, mais pas donné non plus. Camille voulait que cela paraisse cher sans qu'on dise que c'était cher. Elle avait des opinions sur tout, jusqu'à l'épaisseur du papier des invitations, et si les chaises faisaient trop basiques sur les photos. Je peux gérer les opinions. Ce qui devenait fatigant, c'était la façon dont elle les donnait, comme si chaque prestataire avait de la chance qu'elle les considère. J'ai accepté de faire des heures supplémentaires parce que cela me semblait plus propre que de m'endetter. Mon entreprise manquait de personnel, donc les heures supplémentaires étaient pratiquement illimitées si l'on était prêt à vivre à son bureau. Je l'ai fait. Des soirées supplémentaires, quelques samedis. Je me disais que c'était temporaire, et que c'était pour nous. Camille disait qu'elle l'appréciait, mais ses actions montraient plutôt qu'elle appréciait les résultats. Elle demandait ce que j'avais gagné cette semaine-là, puis parlait immédiatement d'amélioration. De meilleures fleurs, un plus grand forfait bar, un photographe différent parce que celui que nous avions réservé avait un problème d'ambiance. Si j'hésitais, elle levait les yeux au ciel et disait que j'agissais comme un pauvre. À la maison, elle était constamment sur son téléphone. Pas de manière normale en faisant défiler l'écran. Plutôt en inclinant rapidement l'écran quand je passais, puis en souriant vivement à quelque chose, avant de redevenir neutre quand je demandais ce qui était si drôle. Elle a aussi commencé à s'habiller de manière plus soignée pour des courses aléatoires. Un maquillage complet pour aller chercher les courses. Du parfum un mardi après-midi alors qu'elle disait juste rejoindre une amie pour un café. Je ne l'ai accusée de rien parce que je n'avais en fait rien, et je ne suis pas intéressé par l'idée d'être le gars qui interroge sa partenaire comme un policier. Mais j'ai commencé à remarquer des schémas, et une fois que l'on remarque des schémas, soit on les ignore, soit on commence à les suivre. La semaine dernière, je suis rentré à la maison après une journée de 12 heures et j'ai vu son ordinateur portable ouvert sur le canapé. Une notification est apparue et a disparu rapidement, mais j'ai attrapé le nom, Victor. Je connais ce nom parce que Victor est son ex. Celui qu'elle qualifie de toxique. Celui dont elle dit avoir tiré la leçon. Celui qu'elle avait promis d'avoir bloqué partout. Je suis resté là une seconde de plus que je n'aurais dû, et Camille est arrivée de la cuisine et m'a reproché de rôder comme un psychopathe. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué, ce qui était vrai. Mais maintenant je ne pouvais pas m'arrêter de penser à la raison pour laquelle un ex qui est bloqué apparaîtrait sur son écran. Le lendemain matin, je n'en ai pas parlé. J'ai préparé du café, fait mon déjeuner et je suis parti comme d'habitude. Camille a à peine levé les yeux de son téléphone. Elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer les identifiants pour le portail du lieu de réception parce qu'elle voulait revérifier le plan de table. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais simplement parce qu'elle aime tourner autour des problèmes jusqu'à en inventer un. Au travail, j'ai essayé de me concentrer, mais mon cerveau n'arrêtait pas de repasser cette notification. Victor, un nom qui ne devrait plus exister dans notre vie. Vers midi, Camille m'a envoyé un message avec une liste de choses qu'elle voulait améliorer. Une autre dégustation de gâteau car celui que nous avions essayé était trop simple. Des serviettes en lin au lieu de celles en papier. Un photomaton parce que le mariage de sa cousine en avait un et que ça avait l'air amusant. J'ai répondu par un simple « Nous pouvons en parler ce soir ». Elle m'a renvoyé un émoticône pouce baissé comme si j'étais son employé agaçant. Je suis encore rentré tard. Camille était dans la chambre avec la porte presque fermée. Pas complètement close, juste assez pour signaler de ne pas entrer. Je pouvais l'entendre rire, le genre de rire qu'elle fait quand elle essaie d'impressionner quelqu'un. Quand je suis passé, les rires se sont arrêtés. Elle a ouvert la porte une minute plus tard et est sortie avec cette fausse expression désinvolte.
Elle m'a dit qu'elle était au téléphone avec son amie Inès, puis m'a immédiatement demandé pourquoi je la regardais comme ça. J'ai répondu que je ne le faisais pas. Elle a haussé les épaules et a dit, peu importe. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais récupéré le reçu de la compte pour le fleuriste. Je lui ai rappelé que je l'avais payé en ligne la semaine dernière. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, je sais. J'aime juste avoir des copies papier parce que tu oublies des choses. Ça aussi, c'était nouveau. Des petites piques sur ma fiabilité alors que je finançais fondamentalement toute la production. Après le dîner, elle a pris une douche et a laissé son téléphone sur le comptoir. Je ne l'ai pas pris. Je n'en avais pas besoin. Je ne suis pas fier de la pensée qui a suivi, mais je ne vais pas non plus prétendre être au-dessus de ça. J'ai de nouveau regardé son ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert ses messages. Je n'ai eu besoin de rien pirater. Elle avait laissé un onglet ouvert avec sa boîte mail, et il y avait une confirmation d'un restaurant que j'ai reconnu. Pas un où elle et moi étions jamais allés. Une réservation pour 2. Le nom sur la réservation était Camille. La note disait, table d'anniversaire, si possible. Anniversaire. J'ai vérifié la date. C'était pour le lendemain soir, quand elle m'avait dit qu'elle allait à un dîner de travail. Mon estomac s'est glacé, mais mon visage est resté calme. J'ai pris une photo de l'écran avec mon propre téléphone. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé et je suis allé dans le salon comme si de rien n'était. Quand Camille est sortie de la salle de bain, elle était de bonne humeur. Trop bonne. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé si mon chèque d'heures supplémentaires était déjà arrivé. J'ai répondu qu'il arriverait vendredi. Elle a souri et a dit, parfait. Ensuite, nous pourrons enfin bloquer les derniers paiements et arrêter de stresser. J'ai hoché la tête. Dans ma tête, quelque chose s'est mis en place. Pas du genre dramatique. Du genre pratique. Le genre qui vous fait commencer à penser en liste. Prestataire. Acompte. Délai de remboursement. Qu'est-ce qui est annulable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je l'ai juste laissé parler de housse de chaise et d'éclairage pendant que je décidais calmement que je n'allais pas épouser quelqu'un qui avait un dîner d'anniversaire réservé avec son ex dans mon dos. Le jour suivant, j'ai travaillé comme d'habitude, mais j'ai fait plus attention à l'horloge que d'habitude. La réservation de Camille était pour 20 heures. Elle m'avait dit que le dîner de travail commençait vers 19 heures. Vers 18h30, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle serait probablement en retard parce que son équipe avait décidé d'essayer un nouvel endroit à l'autre bout de la ville. Elle a ajouté un émoticône qui pleure de rire et a dit « Souhaite-moi bonne chance pour survivre à 3 heures de potin de bureau ». J'ai répondu par un simple pouce levé. Ensuite, j'ai ouvert la photo que j'avais prise de son ordinateur portable la veille au soir. Le restaurant n'était pas à l'autre bout de la ville. Il était à 15 minutes de notre appartement. Ce détail m'importait plus que la tromperie elle-même. Tromper est déjà mauvais. Mentir mal en le faisant est pire. J'ai terminé mon service et j'ai conduit jusqu'à la maison au lieu de me diriger vers le restaurant. Je voulais voir ce qu'elle faisait quand elle pensait que personne ne regardait. À 19h15, je me suis garé dans la rue un peu plus loin de notre immeuble. Les fenêtres de notre appartement donnaient sur la route, et les lumières du salon étaient allumées. À 19h25, la porte d'entrée s'est ouverte et Camille est sortie. La Camille du dîner de travail était très différente de la Camille que j'avais vue ce matin-là. Elle s'était habillée de manière élégante et soignée. Maquillage complet. Cheveux coiffés. Le parfum qu'elle n'utilise que lorsqu'elle veut de l'attention. Elle s'est regardée dans le reflet de l'écran de son téléphone avant de verrouiller la porte, et elle a marché vers le coin de la rue et a appelé un VTC. Aucune hésitation. Aucune précipitation. Elle avait l'air excitée. J'ai attendu environ 10 minutes avant de démarrer la voiture. Pas parce que j'essayais de la suivre comme un détective. Honnêtement, je voulais juste une confirmation que mon cerveau n'inventait pas une histoire à partir d'un seul courriel. Le restaurant était facile à trouver. Marseille n'est pas une ville où tout est anonyme, et l'endroit était assez populaire pour que les tables à l'extérieur soient presque pleines. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 20h pile, Camille est sortie d'une voiture et a marché vers l'entrée. Un homme se tenait déjà là. Je l'ai reconnu instantanément, même si je n'avais vu que des photos auparavant. Victor.
Ils se sont salués de manière chaleureuse, le genre de salut qui dure un peu trop longtemps pour des gens qui sont censés se détester. Puis ils sont entrés ensemble. Je suis resté assis dans la voiture pendant environ 5 minutes après ça. Pas en colère. Sans trembler. Juste très calme. Parce qu'à ce moment-là, la situation était simple. Ma fiancée passait un dîner d'anniversaire avec son ex pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer le mariage qu'elle n'arrêtait pas d'améliorer. Alors j'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai commencé à ouvrir chaque contrat de mariage que nous avions sauvegardé sur mon ordinateur. La plupart des gens pensent que le pire moment est de surprendre quelqu'un en train de tromper. Pour moi, c'était l'heure silencieuse qui a suivi. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à ouvrir les contrats. Lieu de réception. Traiteur. Photographe. Fleurs. Digi. Location. Chacun avait ses propres conditions concernant les arts et les délais d'annulation. Le lieu de réception était le plus gros. 30% payé d'avance. Encore 20% du 2 mois avant la date. Nous étions encore juste dans la période où le deuxième paiement n'avait pas encore été traité. Cela comptait. J'ai fait une simple liste sur papier. Nom du prestataire. Montant de la compte. Politique de remboursement. Contact d'annulation. Ça ressemblait bizarrement au travail. Juste un problème avec des chiffres et des délais. Vers 21h30, Camille m'a envoyé un message. Elle a dit que le dîner de travail s'éternisait et qu'elle prendrait peut-être un verre après avec l'équipe. Elle a ajouté un émoticône fatigué comme si elle le subissait. J'ai regardé le message pendant quelques secondes, puis j'ai posé le téléphone. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé un courriel à la coordinatrice du lieu de réception. Je suis resté bref et professionnel. Circonstances personnelles. Mariage annulé. Veuillez confirmer le montant du remboursement en fonction des termes du contrat. Ensuite, c'était le photographe. Le raconte n'était pas remboursable, mais la date pouvait être libérée si un préavis était donné assez tôt. J'ai envoyé le même message. Le traiteur était une situation de remboursement partiel selon le moment. Nous étions encore assez loin pour que ce soit en grande partie sûr. Au moment où j'ai terminé le 3e courriel, mon cerveau était complètement passé en mode logistique. Je ne pensais pas à Camille assise dans ce restaurant en train de rire avec son ex. Je pensais à combien d'argent je pouvais récupérer avant que quoi que ce soit ne devienne définitif. À 22h15, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Camille. Elle me demandait si je pouvais transférer 2000 € de nos économies communes vers le compte du mariage parce que le décorateur avait besoin d'une confirmation pour l'éclairage amélioré. Ce message m'a fait rire, en fait. Pas fort, juste un petit rire court qui m'a surpris moi-même. Pendant qu'elle dînait pour son anniversaire avec Victor, elle dépensait encore activement l'argent de mes heures supplémentaires pour le mariage qu'elle ne prenait apparemment pas assez au sérieux pour rester fidèle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert le contrat du décorateur et vérifié la clause d'annulation. Non remboursable une fois l'approbation finale du design soumise. Je me suis connecté au portail du prestataire et j'ai vu que Camille avait déjà approuvé le forfait d'éclairage amélioré plus tôt dans l'après-midi. Bien sûr qu'elle l'avait fait. À ce stade, la dernière part de doute a disparu. Ce n'était pas de la confusion, des sentiments partagés ou une erreur émotionnelle. C'était quelqu'un de tout à fait à l'aise pour vivre 2 vies différentes en même temps. J'ai donc fini d'envoyer le reste des courriels d'annulation. Ensuite, je me suis connecté au site web du mariage et j'ai changé le mot de passe. Une fois les courriels envoyés et le mot de passe du site web changé, l'appartement a semblé inhabituellement calme. Pas paisible, juste vide d'une manière pratique, comme un endroit que vous savez déjà que vous êtes sur le point de laisser derrière vous. J'ai regardé autour du salon et j'ai réalisé quelque chose de simple. Presque tout dans l'appartement était à moi. Le bail était à mon nom parce que mon crédit était meilleur. Le canapé était le mien d'avant notre emménagement ensemble. La télévision, la table de la cuisine, et même la plupart des ustensiles de cuisine venaient de mon ancien logement. Camille avait apporté des vêtements, des cosmétiques, des décorations et une collection de plantes qu'elle oubliait régulièrement d'arroser. Donc, la prochaine étape logique semblait évidente. J'ai commencé à rassembler ses affaires. Pas avec colère, pas de geste dramatique. J'ai pris 2 des grandes boîtes de rangement du placard et je les ai portées dans la chambre.
Son côté de l'armoire était facile. Les robes d'abord, les chaussures ensuite, les sacs à main après. J'ai plié ce qu'il était logique de plier et j'ai posé le reste à plat. Les boîtes se sont remplies plus vite que je ne l'avais prévu. Pendant que je travaillais, mon téléphone a encore vibré. Camille a envoyé une photo d'un cocktail. La légende disait boisson de survie de l'équipe. Le logo du restaurant était visible sur la serviette dans le coin de l'image. Le même restaurant que la réservation. Soit elle ne l'avait pas remarqué, soit elle ne s'en souciait pas assez pour la recadrer. Je n'ai pas répondu. Je suis plutôt allé dans la salle de bain et j'ai vidé la moitié de l'armoire. Trousse de maquillage, appareil à cheveux, bouteille de soins pour la peau qui coûtait plus cher que mes courses hebdomadaires. Tout est allé dans une autre boîte. L'ensemble du processus a pris environ 1 heure. Au moment où j'ai terminé, 4 boîtes étaient soigneusement empilées près de la porte d'entrée. J'ai aussi ajouté les petites choses décoratives qu'elle aimait. Les cadres photos qu'elle avait achetés, les coussins qui, selon elle, rendaient le canapé moins déprimant, l'échantillon d'invitation de mariage encadré qu'elle avait accroché dans le couloir il y a 2 semaines. Voir celui-là m'a presque fait hésiter. Presque. Je l'ai décroché du mur et je l'ai placé sur le dessus des boîtes. Ensuite, je me suis rassis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La coordinatrice du lieu de réception avait déjà répondu. Annulation confirmée. Acompte partiellement remboursable moins les frais administratifs. Ce seul courriel m'a fait économiser près de 6 000 €. Je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé la pile de boîtes près de la porte. Camille pensait toujours qu'elle était sortie à un faux dîner de travail pendant que son fiancé attendait à la maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle rentrerait ce soir, il n'y aurait plus de mariage auquel revenir. Camille est rentrée un peu après minuit. Je l'ai entendue derrière la porte en premier. Le claquement discret de ses talons dans le couloir, puis le bruit des clés dans la serrure. J'étais toujours assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, exactement là où elle m'avait laissé plus tôt dans la soirée. Quand elle est entrée, la première chose qu'elle a remarquée, ce sont les boîtes. 4 d'entre elles empilées soigneusement à côté de la porte. Ses manteaux pliés dessus. L'invitation de mariage encadrée posée tout à l'avant. Elle s'est figée pendant environ 2 secondes. Puis son visage s'est tordu d'irritation plutôt que de confusion. Elle a demandé ce que c'était que ce désordre. Je lui ai dit calmement que j'avais emballé ses affaires pour qu'elle puisse les prendre ce soir. C'est là que l'attitude a commencé. Elle a jeté son sac à main sur le comptoir et a commencé à parler vite, comme elle le fait quand elle pense pouvoir imposer sa volonté dans une conversation. Elle a dit que je faisais un drame. Elle a demandé si c'était à cause de son retard. Elle a dit que les gens normaux n'emballent pas les affaires de quelqu'un juste à cause d'un dîner de travail. Je n'ai pas discuté. J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle et je lui ai montré le courriel de confirmation de la réservation. Ses yeux ont parcouru l'écran pendant peut-être 2 secondes avant qu'elle ne détourne le regard. Puis elle a levé les yeux au ciel. Pas de panique, pas de culpabilité, juste de l'agacement. Elle a dit que Victor était juste quelqu'un qu'elle avait croisé récemment et qu'ils avaient décidé de prendre des nouvelles. Elle a dit que la note d'anniversaire était probablement quelque chose que le restaurant ajoutait automatiquement. Elle a dit que je réagissais de manière excessive et que je me ridiculisais. J'ai écouté tout le discours sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, je lui ai dit que j'avais déjà annulé le mariage. C'est le premier moment où elle a vraiment eu l'air choquée. Ses sourcils se sont levés et elle m'a demandé ce que je voulais dire par annuler. Je l'ai expliqué lentement. Lieu de réception, traiteur, photographe, site web, tout. Pour la première fois ce soir-là, elle a arrêté de parler. Puis elle a posé la seule question qui semblait lui importer. Et les arts ? Je lui ai dit que certains étaient remboursables, d'autres non. Mais le point le plus important était qu'il n'y aurait plus de mariage. Son expression a encore changé, cette fois en pure colère. Elle a dit que je n'avais pas le droit de prendre cette décision sans elle. Je lui ai rappelé que j'étais celui qui payait la majeure partie pendant qu'elle était sortie fêter un anniversaire avec son ex. L'appartement est devenu très silencieux après ça. Camille a de nouveau regardé les boîtes. Puis elle a ri de manière courte et sèche, et a dit que j'agissais comme un enfant jaloux. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit que les boîtes étaient prêtes dès qu'elle voudrait les prendre. Camille ne s'est pas dirigée vers les boîtes. Au lieu de cela,
elle a croisé les bras et s'est appuyée contre le comptoir comme si elle se préparait à une dispute qu'elle pensait pouvoir gagner. Elle a dit que je transformais un petit rien en un énorme problème. Elle a répété que Victor était juste quelqu'un qu'elle avait rencontré pour dîner. Elle a dit que les adultes ont le droit d'avoir des conversations avec des personnes de leur passé. Ensuite, elle a ajouté que si je n'étais pas si paranoïaque et contrôlant, je le comprendrais. Cette partie n'a pas eu l'effet qu'elle escomptait. Je lui ai dit calmement que les adultes ont aussi le droit de rompre des fiançailles quand leur partenaire leur ment en face. Elle s'est moquée et a demandé de quel mensonge je parlais. Alors, je le lui ai rappelé. Elle a dit dîner de travail. Elle a envoyé une photo en prétendant être avec des collègues. Elle m'a dit que l'endroit était à l'autre bout de la ville. Pendant ce temps, elle était habillée pour un rendez-vous dans un restaurant à 15 minutes, rencontrant le seul ex qu'elle affirmait avoir bloqué partout. Camille a agité la main comme si j'énumérais des inconvénients mineurs. Elle a dit que ce n'était pas grave et que je me rendais ridicule en agissant comme un détective. Puis elle a demandé si je l'avais suivi. J'ai dit oui. Cela lui a fait secouer la tête comme si elle était la personne raisonnable dans la pièce. Elle a dit, « Waouh, alors maintenant tu me suis aussi. » Je n'ai pas pris la peine de réagir à cela. Au lieu de ça, je lui ai dit quelque chose de simple. Si elle m'avait dit plutôt qu'elle voulait reprendre contact avec Victor, j'aurais mis fin à la relation immédiatement et nous aurais épargné à tous les deux des mois de planification. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a laissé faire des heures supplémentaires pour payer un mariage pendant qu'elle programmait des dîners d'anniversaire avec quelqu'un d'autre. L'expression de Camille s'est durcie. Elle a dit que je déformais la situation et que je jouais à la victime. Elle a dit qu'il ne s'était même rien passé entre elle et Victor. J'ai hoché la tête et je lui ai dit que ça ne changeait en fait rien, parce que le genre de personne qui organise des dîners secrets avec son ex tout en planifiant un mariage n'est pas quelqu'un que je souhaite épouser. Un autre long silence a suivi. Finalement, elle a de nouveau regardé les boîtes et m'a demandé où exactement elle était censée aller à minuit. Je lui ai répondu que cette partie n'était pas compliquée. Victor semblait être une bonne option de départ. Pendant un instant, j'ai cru que Camille allait de nouveau se disputer. Au lieu de cela, elle a laissé échapper un autre petit rire, a pris son téléphone et s'est dirigée droit vers la porte. Ses mouvements étaient brusques et agacés, comme si c'était elle qui était importunée par la situation. Elle a pointé du doigt les boîtes et a demandé si je m'attendais sérieusement à ce qu'elle porte tout ça toute seule. Je lui ai dit que je l'aiderais à les descendre. Pas parce que je me sentais généreux, mais simplement parce que je voulais que la situation se termine rapidement. Aucun de nous n'a beaucoup parlé pendant que nous déplacions les boîtes. Le couloir était silencieux et le trajet en ascenseur l'était encore plus. Camille n'arrêtait pas de tapoter sur son téléphone tout le temps, probablement en envoyant des messages à quelqu'un. Quand nous avons atteint l'entrée de l'immeuble, une voiture s'arrêtait déjà sur le trottoir. Cela répondait à la question de savoir où elle comptait aller. Nous avons placé les boîtes près de la voiture. Le chauffeur est sorti et a ouvert le coffre. Camille a d'abord fourré les plus petits sacs, puis s'est tournée vers moi. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien expliqué. Elle a juste secoué la tête comme si j'étais la personne déraisonnable. Puis elle a dit que je regretterais de réagir de manière excessive une fois que je me serais calmé. Je lui ai répondu que ce ne serait pas le cas. Elle a levé les yeux au ciel une dernière fois et est montée dans la voiture. Le chauffeur a fermé le coffre, s'est remis au volant et la voiture s'est éloignée. C'était tout. Pas de scène dramatique, pas de cris dans la rue, juste une voiture silencieuse disparaissant au bout de la route avec 4 boîtes et mon ex-fiancé à l'intérieur. Je suis resté là quelques secondes, principalement parce que la rue semblait étrangement vide après la fermeture de la porte. Puis je suis remonté. L'appartement me paraissait déjà différent. Pas mieux, exactement, juste plus clair. Je suis allé dans la chambre et j'ai remarqué que le placard semblait 2 fois plus petit que plus tôt dans la soirée. La première chose que j'ai faite a été de m'asseoir sur le canapé et d'ouvrir mon téléphone. Camille avait déjà envoyé 3 messages. Le premier disait que j'étais fou. Le deuxième disait que nous devions parler comme des adultes. Le troisième disait qu'annuler le mariage sans en discuter était une forme de pression financière. Je les ai lus une fois. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Après cela, je l'ai bloqué sur toutes les applications que nous utilisions. Messages, réseaux sociaux, et même la conversation de groupe partagée pour la planification du mariage. Le silence qui a suivi a été immédiat.
Pour la première fois de toute la journée, il n'y avait pas de notification, pas de dispute en attente, pas d'explications attendues de ma part, juste du calme. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Pas à cause du stress ou d'une spirale émotionnelle dramatique. Mon cerveau traitait déjà les conséquences pratiques. La première chose que j'ai faite a été de vérifier mes courriels. Quelques réponses supplémentaires de prestataires étaient arrivées pendant la nuit. Le photographe a confirmé que la date avait été libérée. Le traiteur a accusé réception de l'annulation et a expliqué le calendrier de remboursement. Le DJ a envoyé un court message disant qu'il comprenait et espérait que tout s'arrangerait. Pas de drame, juste des affaires. J'ai fait du café et je me suis rassis à la table de la cuisine, passant tout en revue, un par un. Remboursement, solde restant, compte qui devait être fermé. Cela ressemblait beaucoup au nettoyage d'un projet annulé à mi-chemin. Vers 9 heures du matin, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui n'étaient pas bloquées. La cousine de Camille m'a écrit en premier, puis une de ses amies, puis ma propre sœur. Apparemment, Camille avait déjà commencé à dire aux gens que le mariage était soudainement annulé et que je l'avais jeté de l'appartement au milieu de la nuit. Je n'étais pas surpris. Les gens comme Camille agissent vite quand ils veulent contrôler le récit. Ma sœur m'a appelé au lieu d'envoyer un message. Elle m'a demandé si tout allait bien et ce qui s'était réellement passé. Je lui ai raconté la version courte. J'ai dit que Camille avait dîné avec son ex tout en prétendant être à un événement professionnel et que j'avais annulé le mariage en l'apprenant. Ma sœur est restée silencieuse pendant environ 2 secondes avant de dire « Ouais, ça me paraît logique ». Elle n'avait jamais totalement fait confiance à Camille. Pas à cause de quelque chose de dramatique, juste de petits traits de personnalité qui l'avaient toujours dérangé. Après la fin de l'appel, j'ai envoyé un court message aux 2 familles dans le groupe de discussion du mariage. Rien d'émotionnel, juste des faits. J'ai écrit que le mariage avait été annulé pour des raisons personnelles et que les prestataires avaient déjà été informés. Je me suis excusé pour le désagrément et j'ai remercié tous ceux qui avaient prévu de voyager. Puis j'ai quitté le groupe. Environ 20 minutes plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce que parfois les prestataires appellent depuis des lignes aléatoires. C'était Camille. Pas directement, elle utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Ce qu'elle voulait dire à ce stade n'avait plus d'importance. Le mariage avait déjà disparu. L'appartement était à nouveau calmé, pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à calculer combien d'heures supplémentaires je devais faire pour garder quelqu'un d'autre heureux. Le reste de cette semaine s'est installé dans une étrange sorte de normalité. Le travail est resté chargé, ce qui, honnêtement, a aidé. La logistique ne fait pas de pause parce que votre vie personnelle s'effondre. Les navires arrivent toujours, les plannings tombent toujours en panne, quelqu'un doit toujours déterminer où les conteneurs sont censés aller ensuite. Pendant les pauses déjeuner, j'ai fini de régler la situation du mariage. La plupart des prestataires ont été professionnels à ce sujet. Le lieu de réception a traité le remboursement partiel. Le traiteur a confirmé que le solde restant était annulé. Le photographe a libéré la date sans aucun problème. Au total, j'ai perdu un peu d'argent, mais beaucoup moins que si j'avais attendu un mois de plus. Cela seul a confirmé que j'avais pris la décision au bon moment. Camille a essayé d'autres moyens de me joindre au cours des premiers jours. Un deuxième numéro inconnu a appelé une fois. Un courriel est arrivé d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais qui était clairement la sienne. Le message disait que nous devions parler comme des adultes et que je détruisais 3 ans pour rien. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le courriel et je suis passé à autre chose. Quelques jours plus tard, un de nos amis communs m'a envoyé un court message. Pas vraiment des potins, juste une mise à jour. Apparemment, Camille avait déjà publiquement repris contact avec Victor. Ils avaient été vus ensemble 2 fois cette semaine-là. Selon cet ami, Camille disait aux gens que la fin du mariage était probablement une bonne chose car nous n'avions jamais vraiment été compatibles de toute façon. Ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, ça simplifiait les choses parce que cela signifiait que la version de l'histoire qu'elle voulait faire croire aux gens s'éloignait déjà de la réalité. Pendant ce temps, ma réalité était simple. L'appartement était plus calme. Mon emploi du temps est revenu à des heures normales au lieu de faire constamment des heures supplémentaires. L'argent qui allait auparavant dans un fonds pour le mariage est resté sur mon propre compte.
Environ 2 semaines plus tard, j'ai supprimé la dernière trace restante de la planification du mariage, un dossier sur mon ordinateur portable étiqueté mariage de juin. Je l'ai regardé une seconde, puis je l'ai supprimé. Pas de colère, pas de grand moment d'émotion, juste une décision achevée. En y repensant, la chose que les gens continuent de me demander, c'est pourquoi je ne me suis pas disputé davantage ou pourquoi je n'ai pas essayé d'arranger les choses. La réponse honnête est simple. Commentaire, cette histoire m'a vraiment fait réfléchir. J'espère qu'elle vous a interpellé autant que moi. Poser des limites claires n'est jamais simple, mais c'est souvent nécessaire pour se respecter. Notre estime de soi mérite d'être protégée, même si cela demande des choix difficiles. Privilégier sa paix intérieure plutôt que de prolonger une situation qui nous blesse est un acte d'amour envers soi. Je crois profondément que nous sommes responsables de notre bien-être. La guérison commence le jour où l'on décide d'arrêter de tolérer ce qui nous rabaisse. Soyez bienveillant envers vous-même pendant ce cheminement. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous acceptez dans votre vie. Merci d'être là et prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.